Ma petite amie, Julie, a 29 ans. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 3 ans et nous vivions sous le même toit depuis 2 ans. Nous partagions un appartement, un contrat de location et l'idée commune que nous bâtissions quelque chose de solide. Pas d'enfants, pas de conjoint, mais beaucoup de meubles achetés ensemble et une routine bien établie. De l'extérieur, notre couple semblait fonctionnel, mais à l'intérieur, il y avait énormément de friction. Julie avait besoin d'intensité et d'attention constante, alors que moi, je privilégie la prévisibilité et le sens des responsabilités. Cette différence restait gérable tant que j'étais assez présent pour arrondir les angles, mais mon travail a fini par changer la donne. J'ai accepté une promotion qui impliquait des horaires plus lourds et davantage de responsabilités. J'ai été honnête avec elle dès le début, en lui expliquant ce que cela impliquerait et pourquoi c'était important pour notre avenir. Elle a dit qu'elle comprenait, mais sa compréhension s'arrêtait généralement là où commençait son propre inconfort. C'est à ce moment-là qu'un ancien ami de la fac, Romain, a commencé à réapparaître dans ses conversations. Même âge, vivant dans la même ville, avec un passé un peu flou entre eux. Elle présentait ça comme des retrouvailles innocentes entre vieux amis. Je n'ai pas paniqué, j'ai posé des questions légitimes et j'ai fixé des limites simples, mais sa réaction a été méprisante. Elle m'a lancé que j'étais de toute façon toujours au travail et a sous-entendu que j'étais possessif rien qu'en posant des questions. Elle avait ce talent pour transformer mes inquiétudes légitimes en défauts de caractère. J'ai remarqué des petits changements après ça, son téléphone était toujours face contre table, son humeur changeait dès que j'entrais dans la pièce, elle rentrait de plus en plus tard et répondait par des pics plutôt que par des faits. Quand j'insistais, elle m'accusait de mener un interrogatoire. Je n'ai pas fouillé, je n'ai pas crié. J'ai continué à payer ma part du loyer, à entretenir l'appartement et j'ai attendu de voir si ses actes finiraient par correspondre aux paroles rassurantes qu'elle me servait. Puis un soir, alors que je rangeais le linge, j'ai trouvé un sweat à capuche qui n'était pas à moi. Il était trop grand, déjà bien porté, et sentait une lessive différente de la nôtre. Il était plié soigneusement dans notre armoire, comme s'il avait sa place ici. C'est à cet instant précis que j'ai arrêté de me chercher des excuses pour elle. Je suis resté planté là pendant une minute entière, le sweat à la main, laissant la réalité me frapper sans essayer d'en atténuer l'impact. Ce vêtement n'était pas à moi, il n'avait rien à faire dans notre appartement et il n'était pas arrivé là par hasard. Quand Julie est rentrée, je n'ai pas élevé la voix. J'ai posé le sweat sur le plan de travail de la cuisine et je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi les fringues d'un autre homme étaient dans notre placard. Elle a eu l'air agacée avant d'avoir l'air coupable, ce qui m'en a dit long sur ses priorités. Elle m'a dit que je réagissais de manière excessive, que ce n'était rien du tout, que Romain avait dormi sur le canapé une fois et qu'il l'avait oublié. Puis, elle est passée à l'attaque. Elle m'a balancé que je n'étais jamais à la maison et a demandé quelle différence cela faisait avec qui elle passait son temps. Il n'y a pas eu d'excuse, aucune tentative de comprendre pourquoi elle avait franchi une ligne rouge, juste de l'arrogance et de la défensive enrobée de sarcasme. Elle avait ce ton qu'elle utilise quand elle pense avoir gagné la partie et qu'elle attend juste que je me taise. J'ai posé une question simple, pourquoi était-il lavé et plié dans l'armoire au lieu d'être dans un sac ou près de la porte? Elle a haussé les épaules en disant qu'elle voulait juste être sympa, puis elle a ajouté que je devrais la remercier d'être honnête. C'est là que j'ai compris que la discussion ne portait pas sur un vêtement, mais sur le pouvoir. Elle voulait faire ce qu'elle voulait et que je l'accepte sans broncher sous prétexte que je payais les factures et que j'étais occupé. Je lui ai dit calmement que cette situation ne me convenait pas et que les choses devaient changer immédiatement. Elle a éclaté de rire et m'a dit que si je n'étais pas content, je n'avais qu'à partir. Elle a ajouté que cet appartement était pratiquement le sien puisqu'elle y passait tout son temps. Elle pensait marquer un point décisif. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le bail était uniquement à mon nom parce que j'avais un meilleur dossier et de meilleures garanties quand nous avions emménagé. Elle ne réalisait pas non plus à quel point je garde une trace précise de tout ce que je paie. Je suis allé me coucher sans discuter davantage, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que ma décision était déjà prise. Le lendemain matin, je suis parti travailler comme si de rien n'était. Je ne l'ai pas affronté de nouveau et je n'ai rien laissé paraître de mes projets. Julie a interprété mon silence comme une capitulation. Elle m'a envoyé un SMS en milieu de matinée pour me demander si j'avais fini de faire mon cinéma. Je n'en faisais pas, j'étais simplement efficace. Pendant ma pause déjeuner, j'ai ressorti le contrat de location et l'historique des paiements. Le bail était bien à mon seul nom, je l'avais simplement déclaré comme occupante. Chaque loyer,
le dépôt de garantie et les contrats d'électricité et d'Internet provenaient de mon compte personnel. Le canapé, le lit, la télé, l'électroménager de la cuisine, tout avait été acheté par moi et les factures étaient classées dans un dossier que je garde précisément pour ce genre de situation. Ce dossier existe parce que je déteste les surprises. J'ai appelé l'agence immobilière pour connaître la procédure de résiliation ou de transfert. Je n'ai pas râlé, je n'ai pas raconté ma vie. J'ai expliqué que je quittais les lieux et que je voulais connaître mes options. Ils ont été serviables de cette manière très neutre et administrative. À la fin de l'appel, je savais exactement ce que je pouvais faire et à quelle vitesse. Ce soir-là, Julie était de super humeur. Elle était bavarde, désinvolte, comme quelqu'un qui pense que la dispute est close parce qu'elle l'a décidé. Elle a même mentionné Romain pour me piquer un peu et m'a demandé si j'allais être « bizarre » pour toujours à ce sujet. J'ai répondu que non, que j'avais géré les choses. Elle a souri avec suffisance en disant « tant mieux », car elle n'allait pas changer sa vie juste parce que j'étais complexé. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai commencé à emballer mes affaires discrètement. Pas tout, juste ce qui comptait et ce que j'avais payé, mes vêtements, mon matériel informatique, mes documents importants. J'ai pris des photos de l'appartement pour l'état des lieux, au cas où. J'ai dormi quelques heures, je me suis réveillé avant l'aube, j'ai chargé ma voiture et j'ai laissé mes clés sur le comptoir. Le lendemain à midi, les documents pour quitter le bail étaient envoyés. À la fin de la semaine, tout était acté. Julie ne s'est rendue compte de rien avant de recevoir l'avis d'échéance du loyer sur son mail alors que le mien n'était plus prélevé. C'est là que mon téléphone a commencé à exploser. Au début, ces messages étaient confus. Elle me demandait pourquoi elle recevait un avis pour le bail, si c'était une erreur, si j'avais parlé à l'agence sans elle. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'étais en réunion et parce qu'aucune de ces questions ne méritait d'urgence. Quand j'ai fini par répondre, j'ai été bref. Je lui ai dit que je m'étais retiré du bail et que la responsabilité lui incombait désormais. Je lui ai dit qu'elle devait maintenant s'arranger directement avec l'agence. Je ne me suis pas excusé et je n'ai pas cherché à justifier mon acte. Elle a explosé. Son ton est passé de la confusion à la rage en quelques secondes. Elle m'a accusé d'être mesquin, de l'avoir prise en traître. Elle a dit que les couples normaux discutaient des problèmes au lieu de faire des coups bas juridiques. Elle a prétendu que j'essayais de la punir parce qu'elle avait des amis. Je lui ai rappelé calmement qu'elle m'avait dit que je pouvais partir si la situation ne me plaisait pas. Je lui ai dit que je l'avais prise au mot. Cela n'a fait que décupler sa colère. Elle a exigé que je revienne pour régler le problème, disant qu'elle n'avait pas les moyens de payer le loyer seule. Elle a avoué que Romain était entre deux boulots, qu'il squattait chez des potes et qu'il ne pouvait pas l'aider. Ce détail a confirmé tout ce que je pensais. Je lui ai répondu que ses finances n'étaient plus ma responsabilité et que j'avais déjà récupéré tout ce que j'avais payé. Elle a fait le tour des pièces en FaceTime pour me montrer les meubles manquants comme s'il s'agissait d'une vidéo d'otage, plus de canapés, plus de télé, plus de cadres de lit, même le micro-ondes était parti. Elle m'a traité d'égoïste, de sans-cœur, elle a dit que je gâchais sa vie pour un simple souhait. J'ai souligné que le souhait était juste le moment où j'avais arrêté d'ignorer la réalité. Je lui ai dit qu'elle avait fait ses choix et que j'avais fait les miens, et que je ne discuterais plus de cela. Elle a menacé de raconter à tout le monde que je l'avais abandonnée. Je lui ai dit qu'elle était libre de raconter la version qu'elle voulait et que je ne m'abaisserais pas à débattre en public. Après ça, je l'ai bloquée. Téléphone, messages, réseaux sociaux. Pas pour la punir, mais parce qu'il n'y avait plus rien à résoudre et que je n'allais pas rester disponible pour subir des insultes déguisées en conversation. Au cours des semaines suivantes, j'ai eu quelques échos par des amis communs, des avis de loyers impayés, des disputes avec l'agence, des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir, et Romain qui s'était volatilisé dès que les choses étaient devenues sérieuses. Je suis resté silencieux et je n'ai jamais regardé en arrière. L'avis d'expulsion est tombé environ un mois plus tard. Une fois Julie bloquée, les infos me parvenaient indirectement par des collègues ou des connaissances. Les gens m'écrivaient prudemment, comme s'ils marchaient sur des œufs. Le fait de la bloquer n'a pas mis fin à l'histoire, cela m'a juste sorti du centre du cyclone. N'ayant plus d'accès direct à moi, son récit est devenu plus agressif. D'abord, elle a dit que j'avais disparu du jour au lendemain sans prévenir. Puis, elle a prétendu que je lui avais coupé les vivres pour la laisser à la rue. Le fait que je l'ai bloquée devenait, dans sa version, la preuve que j'étais froid et manipulateur,
plutôt que simplement à bout. Ce qu'elle oubliait de préciser, c'était la chronologie des faits, les discussions qu'elle avait balayées d'un revers de main quand elle m'avait dit de partir. Elle présentait le dénouement comme soudain parce qu'admettre l'accumulation des faits aurait nécessité d'assumer ses responsabilités. La réalité a été plus prévisible, elle a ignoré les mailles de l'agence, elle a payé des morceaux de loyer en discutant les délais. Elle pensait que quelqu'un finirait par céder, parce que c'était toujours comme ça auparavant. Romain n'a pas levé le petit doigt, dès qu'il ne s'agissait plus de s'amuser mais d'assumer, il est devenu injoignable. Ses amis lui ont prêté un canapé pour une nuit ou deux, mais personne ne voulait hériter d'une dette de loyer. Le soutien s'est évaporé dès qu'il a fallu s'engager. Quand l'expulsion est arrivée, elle n'avait plus d'option. Je l'ai appris parce que quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran en me demandant si c'était vrai. Ça l'était. Je n'ai pas ressenti de joie, juste du soulagement. Pas parce qu'elle galérait, mais parce que je n'avais plus à éponger les conséquences de décisions que je n'avais pas prises. Regarder tout cela de loin a confirmé que partir était la seule option réaliste. Le silence n'a pas apporté la paix tout de suite. Il y a eu des ondes de choc. Les gens voulaient du contexte, certains voulaient être sûrs que je n'étais pas le monstre qu'elle décrivait. D'autres voulaient que j'adoucisse ma version pour qu'ils puissent rester neutres sans se sentir mal à l'aise. Je ne l'ai pas fait. Quand on me posait la question, je restais sur la même explication, j'avais fixé des limites, elle les a bafouées, je me suis retiré. Tout le reste n'était que négociations inutiles sur des faits déjà établis. Quelques personnes ont essayé de nous rabibocher, disant qu'elle avait honte, qu'elle était en difficulté, qu'elle avait retenu la leçon. J'ai écouté et j'ai refusé à chaque fois. Un changement qui n'apparaît qu'après avoir subi les conséquences n'est pas une base sur laquelle je parie ma stabilité. Elle a tenté de me joindre par des tiers, un message pour « tourner la page », un autre pour demander de l'aide. Les deux partaient du principe que j'étais encore à sa disposition si elle demandait indirectement. C'est ce qui m'a le plus frappé. Même à ce moment-là, elle ne cherchait pas à réparer la confiance ou à reconnaître le mal qu'elle avait fait, elle cherchait juste quelqu'un pour gérer les dégâts à sa place. Le calme qui a suivi n'était pas vide, il était réparateur. Mes journées sont devenues plus légères. Mes pensées n'étaient plus constamment tournées vers la météo émotionnelle de quelqu'un d'autre. La distance ne m'a pas fait regretter son absence, elle m'a fait réaliser à quel point tout était déséquilibré. Certaines personnes ne vous regrettent pas vous, elles regrettent la version de vous qui rendait leur vie plus facile. Quelques semaines après l'expulsion, le bruit social s'est calmé. Les gens ont cessé de poser des questions et ont commencé à tirer leurs propres conclusions. Ceux qui sont restés en contact avec moi m'en ont appris plus que n'importe quel long discours. Certains amis se sont éloignés, non pas parce qu'ils croyaient sa version, mais parce que mon refus de rentrer dans le mélodrame les privait de ragot. Je n'alimentais plus la machine. D'autres se sont rapprochés, avouant qu'ils voyaient ce déséquilibre depuis longtemps sans savoir comment le nommer. Un ami m'a dit qu'il s'était toujours demandé comment je restais si calme quand Julie me parlait sur ce ton. Je lui ai répondu qu'être calme est bien plus facile que de se battre avec quelqu'un qui traite chaque limite comme un défi. Cette réflexion m'a marqué car j'ai réalisé l'énergie monumentale que je dépensais juste pour maintenir une apparence de normalité, non pas pour construire quelque chose, mais pour éviter les explosions. À cette époque, j'ai croisé Romain par hasard dans un bar. Il avait l'air surpris et mal à l'aise. Nous avons échangé un hochement de tête glacial et il est parti peu après. Cette rencontre a confirmé ce que je soupçonnais, son assurance disparaissait dès qu'il y avait des conséquences réelles. Il n'était pas mon rival, il était juste un profiteur de la situation que j'entretenais malgré moi. Je n'ai pas cherché à lui parler. La clôture d'une histoire ne nécessite pas la participation de ceux qui se complaisaient dans le flou. Ce qui m'a le plus surpris, c'est le peu de ressentiment que je ressentais. Aucune envie de surveiller ses réseaux, aucun doute nocturne. Juste le sentiment qu'un système instable avait enfin cessé de faire trembler ma vie. J'ai reconstruit ma routine, sport le matin, cuisiner ce que j'aime, quitter le travail quand j'ai fini. Au lieu de courir à la maison pour gérer des tensions, l'espace laissé vide était enfin utilisable. C'est là que j'ai compris que je n'avais pas perdu une relation, j'avais quitté un rôle où je devais absorber les chocs pour que quelqu'un d'autre reste confortable. Le temps a apporté une perspective que la distance seule ne pouvait offrir. Une fois le bruit éteint, j'ai revu nos moments passés avec des yeux plus clairs. Pas pour me flageller, mais pour comprendre comment j'avais pu participer à quelque chose d'aussi peu viable.
il y avait des signes que j'avais ignorés parce qu'ils étaient gênants, la façon dont elle transformait chaque désaccord en agression personnelle, le fait que, compromis, signifiait toujours que je m'adaptais et qu'elle jugeait si c'était suffisant. Mes heures de travail étaient traitées comme un défaut au lieu d'être une contribution à notre vie commune. Je me disais que les relations demandent de la patience, mais j'évitais d'admettre que la patience devient de l'effacement de soi si elle ne circule que dans un sens. J'étais le stabilisateur. Si quelque chose foirait, c'était à moi de réparer. Si elle était contrariée, c'était à moi d'encaisser. Romain n'a fait que mettre en lumière cette dynamique qui existait déjà. Un ami m'a demandé si je ferais les choses différemment si je pouvais revenir en arrière. La réponse m'a surpris, je serais parti plus tôt. Pas par haine, mais parce que j'avais compris bien avant d'agir. Rester lui a appris que me mépriser n'avait aucun coût. Partir m'a appris que faire respecter mes limites ne nécessite la permission de personne. De temps en temps, on me donne des nouvelles, un nouvel appart, un nouveau coloc, une nouvelle version de son histoire. Chaque mise à jour confirme le même schéma, le chaos suivi d'une réinvention sans jamais se remettre en question. J'ai arrêté de poser des questions. Ce qui m'est resté, c'est la vitesse à laquelle mon système nerveux s'est apaisé une fois tout cela terminé. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je vivais sous tension, toujours prêt pour la prochaine friction. Le calme ne me semblait pas ennuyeux, il me semblait mérité. Cette réalisation a déteint sur le reste de ma vie. Mes relations professionnelles sont devenues plus claires, mes amitiés plus simples. J'ai cessé de négocier le respect élémentaire. Cette rupture n'était plus quelque chose que j'avais subi, c'était un choix. Cette distinction était plus importante que n'importe quelle explication finale. Quand j'ai cessé de penser à elle quotidiennement, j'ai su que j'étais vraiment sorti de la relation, pas seulement physiquement, mais mentalement. Les derniers fils se sont rompus d'eux-mêmes. Les amis communs ont arrêté de m'en parler quand ils ont compris que je n'étais pas amer, mais résolu. Ce qui m'a étonné, c'est que certains voyaient ma décision comme extrême. Partir, rendre l'appart, reprendre mes meubles, couper tout contact. De l'extérieur, ça semblait dur. De l'intérieur, c'était simplement proportionnel. J'ai réalisé à quel point la société attend des hommes qu'ils absorbent l'inconfort indéfiniment. Qu'ils restent calmes, qu'ils paient, qu'ils expliquent encore et encore. Quand on arrête de faire ça, c'est perçu comme de la cruauté alors que c'est juste du respect de soi. Je n'ai pas cherché à sortir avec quelqu'un pendant un moment, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je voulais réinitialiser mon propre seuil de tolérance. J'ai savouré l'autonomie, plus d'angoisse quand le téléphone vibre, plus besoin de se préparer mentalement avant de franchir la porte. C'est devenu mon nouveau standard. Finalement, j'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Doucement, sans brûler les étapes, sans que les partager ou bail commun dès le début. Ce qui m'a frappé, c'est le peu d'efforts qu'il fallait pour maintenir la paix. Les désaccords restaient constructifs, les limites étaient respectées sans débat. Le contraste était inévitable. J'ai arrêté de voir mon passé comme une leçon sur la trahison, mais comme une leçon sur l'alignement. Julie ne m'a pas trahi une seule fois, elle m'a montré avec constance qui elle était, et c'est moi qui ai tardé à la croire parce que j'étais investi dans une version de nous qui demandait moins de bouleversement. Ce délai m'a coûté du temps et de l'énergie, mais partir m'a rendu les deux. L'expulsion n'est plus un événement dramatique dans ma mémoire, c'est juste une donnée statistique, le résultat prévisible des choix de quelqu'un qui pensait que les conséquences étaient optionnelles. Je ne me sens pas vengé, je me sens libéré. Il y a une différence fondamentale, et c'est ce qui m'a permis d'avancer sans rancœur ni nostalgie. La résolution n'est pas venue d'une grande discussion, elle est venue du silence et de la stabilité retrouvée. Le chaos ne m'a pas suivi. Si j'avais un conseil à donner, il serait simple, faites attention au nombre de fois où l'on vous demande d'être compréhensif, pendant que vos propres besoins sont piétinés. Faites attention si la paix dépend uniquement de votre silence. Ce n'est pas un compromis, c'est un conditionnement. Partir n'a pas fait de moi quelqu'un de froid, cela a fait de moi quelqu'un d'honnête. Et l'honnêteté, surtout envers soi-même, finit toujours par nettoyer le désordre bien plus vite que n'importe quelle dispute.